Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, Marie-André Mathieu poursuit votre initiation à la permaculture. Nous vous présentons une autre capsule sur la santé mentale ainsi que celle sur l'économie familiale. Nous invitons les entreprises à profiter de fonds destinés à leur développement. Nous revenons sur un film qui a été présenté au CEMEC, Pipeline, Pouvoir et Démocratie. Vous êtes invité à vous inscrire pour l'événement fort attendu Courton Marathon en équipe et pour ceux qui préfèrent la marche, vous pourrez le faire pour une bonne cause, la Société d'Alzheimer. Mais d'abord, nous vous présentons des images tournées le 16 avril lors de la 40e édition de l'Aquaneige. Sous un soleil radieux, nombreux sont ceux qui ont tenté de traverser le lac Picalo. D'autres en ont profité pour faire quelques descentes en ski ou en planche à neige, puisque les conditions étaient encore excellentes pour cette période de l'année. Les jeunes familles étaient comblées avec l'euro-bungee, la glissade en chambre à air, les jeux gonflables et le maquillage pour enfants. Bien d'autres activités étaient au programme toute la fin de semaine, dont un spectacle de BMX époustouflant. Ces athlètes, dont certains évoluent avec le Cirque du Soleil, qui ont effectué des prouesses, sont venus de loin pour venir nous en mettre plein la vue. Bravo à toute l'équipe de Val-d'Urenne pour cette édition mémorable. Afin de répondre aux besoins des gens de la vallée de la Matapédia, nous vous présentons le complexe funéraire de la vallée. C'est sans pression, selon vos choix, combiné à notre savoir-faire et notre profond respect, que nous vous garantissons la qualité de nos services. Nous sommes toujours disponibles, nous sommes uniques et nous vous accompagnerons en toute discrétion. Pour plus d'informations, 631 14 99. Voici maintenant Marie-André Mathieu qui nous donne quelques trucs pour réussir notre permaculture. Marie-André, je pense que là, il y a beaucoup de monde qui ont été intéressés par la permaculture. Mais là, y a-t-il des petits trucs qu'on pourrait avoir là, pour ça? Oui, la dernière fois, on a parlé des règles de base pour réussir un jardin en permaculture. Mais je pourrais donner des trucs pour créer un écosystème. Dans le fond, un écosystème, c'est comme un système, un environnement où est-ce que chaque élément a un rôle par rapport aux autres éléments. Puis dans le fond, ça fait un cycle fermé. Fait qu'il n'y a rien qui se perd, rien qui se crée. Là, c'est le soleil qui donne l'énergie, puis dans le fond, on mange, puis on retourne à la terre, puis tout, il n'y a pas de poubelle de résidus. Tout est utilisé. C'est autonome. Ça s'occupe un peu comme un corps humain. Oh oui, ouais. C'est ça. C'est ça. Ça se guérit, ça s'occupe de lui. Puis, c'est ce qu'on veut, dans le fond. Puis pour ça, il faut avoir une armée de bénévoles pour nous aider. Et ces bénévoles-là viennent de la nature. Oui. Fait que une idée facile qui peut nous venir en mémoire, là, c'est les oiseaux. T'sais, on voit tout le temps les oiseaux qui fouillent le sol. Là, c'est les étourneaux là, qui se promènent à terre dans nos pelouses. Là, ils sont à la recherche de toutes sortes d'insectes, les vers gris qui mangent les racines de nos pelouses. Tout. C'est un exemple d'allié qui va venir aider à manger les insectes qu'on veut pas. Comment on fait pour les attirer, ces alliés-là qu'on veut? On va créer une diversité d'habitats parce que s'ils n'ont pas ce qu'il faut pour vivre, ils ne vont pas venir nous aider. C'est pas juste assez d'avoir de la nourriture, il faut aussi qu'il y ait les autres éléments qui ont besoin pour nicher, pour survivre, pour être à l'abri des tempêtes. Et pour chaque type, j'ai parlé des oiseaux, mais les alliés, ça peut être aussi des grenouilles qui vont manger les insectes, les crapauds. La nuit, là, ça s'en va dans le jardin puis ça mange les limaces. Tu sais, la quantité de limaces qu'un crapaud mange en une nuit, s'il faut que nous, on s'en aille dans le jardin et qu'on les enlève une par une, là, c'est un travail énorme. Là. Fait qu'il faut vraiment se défaire de nos peurs des insectes puis des crapauds, puis les voir comme vraiment des amis qui sont là. De toute façon, les crapauds, ça dort dans la journée. Ils ne viendront pas nous déranger. Ils se trouvent une cachette. Ça chante la nuit. Voilà. Fait que créer une diversité d'habitats. Plus qu'on a d'habitats différents dans notre cour, plus qu'on va avoir de différents insectes ou animaux, ailés ou pas, qui vont venir s'installer dans notre cour. L'eau, c'est super important. L'eau, c'est nécessaire à toute vie. Et que si on a la chance de vivre à côté d'un ruisseau, c'est merveilleux. Sinon, des fois, il y a moyen de se creuser un petit étang. On peut des fois, on voit une zone où est-ce que l'eau s'accumule toujours à chaque printemps. Mais des fois, pourquoi lutter? C'est ça, lutter on fait juste creuser un peu, puis des fois, l'eau va être là naturellement, parce que c'est une zone plus glaiseuse, il y a une nappe phréatique qui est plus haute, fait qu'on peut se créer un étang qui coûte pas très cher. Sinon, on peut se vendre des bacs prémoulés pour faire des petits étangs, c'est en plastique, puis là, on met de l'eau là-dedans, puis
Ça nous fait un beau jardin d'eau, peut même mettre une petite fontaine, puis ça fait du bruit. Mais là, ce qui va être le fun, c'est qu'on va avoir toutes sortes d'alliés qui vont venir parce qu'on a de l'eau. Les oiseaux ont besoin de boire, les libellules ont besoin d'eau, mais les libellules mangent les maringouins après. Ça, c'est un autre truc de jardinier. Puis les autres, ils piquent pas. Non, moins qu'il y a de maringouins, plus que le jardinier est heureux. Oui. Des piles de bois. Dans les piles de bois, il va y avoir plein de sortes d'insectes qui vont venir, d'insectes alliés ou même des petits animaux qui vont venir prendre refuge dans les piles de bois, comme des salamandres, comme... je vais nommer couleuvre. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les couleuvres, mais la couleuvre, elle aussi, elle va manger beaucoup de limaces et de toutes sortes de choses qu'on ne veut pas avoir dans le jardin. Et il y a même des sortes d'oiseaux qui vont nicher dans des piles de bois. Les oiseaux ne font pas tous leur nid dans les arbres. Il y en a qui font leur nid dans le sol, il y en a qui font à différentes hauteurs. Chaque type d'oiseau fait son nid dans un environnement différent. Fait que dans une pile de bois, ça peut être un endroit agréable pour un oiseau pour se réfugier. Un mur de roche. Ça aussi, il y a plein de sortes de petits animaux qui vont préférer habiter ou se réfugier dans un mur de roche, une pile de roche, peu importe. Garder une section du terrain qui est bien tondue. Le merle bleu de l'Est, le rouge-gorge aime bien se promener dans un gazon bien tondu pour aller chercher les insectes. Mais il y a d'autres sortes d'oiseaux ou d'animaux alliés qui vont aimer beaucoup les herbes hautes. Garder une section où est-ce qu'on a des herbes plus hautes. Si on ne veut pas que la cour ait l'air à l'abandon, on peut choisir quelles herbes qu'on laisse monter. Tu sais, ça pourrait être des fleurs vivaces, un coin avec à deux fonctions. Voilà, des échinacées qui nous permettent de faire des tisanes contre la grippe en hiver, puis qui attirent les pollinisateurs, mais aussi qui font qu'il y a un espace d'herbe plus haute. Avoir un endroit pour faire notre compost. Faire le compost dans la cour, ça a plusieurs fonctions. Tu sais, non seulement ça va nous permettre d'avoir un fertilisant super utile pour le sol, mais en plus, il y a des types de petits alliés qui vont beaucoup aimer la chaleur du compost. C'est un environnement qui est grouille de vie, puis c'est bien comme ça. C'est ça qui fait qu'on a plus de vie. Par-dessus tout ça, on peut avoir quelques nichoirs, des nichoirs à hirondelles qui vont aussi manger les maringouins. Et quelque chose que les gens ne pensent pas tout le temps, les chauves-souris sont extrêmement efficaces pour manger les maringouins. Oui. Installer un nichoir à chauves-souris, ça fait qu'on a moins de maringouins ou de mouches noires qui vont venir nous agresser pendant qu'on jardine. OK. Et les chauves-souris. Les chauves-souris ne viendront pas nous déranger dans la journée quand on travaille. Ils vont sortir le soir, la nuit, puis ils vont travailler tranquille. Fait que, comme les crapauds. Juste aller se coucher, là. On n'aura pas de trouble avec les chauves-souris. Fait que c'est toutes sortes de trucs qui font que plus qu'on a cette diversité-là, plus qu'ils vont faire un travail énorme pour nous aider. Même que si vous allez sur Internet et vous cherchez « hôtel à insectes », sur Pinterest, là, ceux qui sont abonnés à Pinterest ou juste sur Google, hôtel à insectes, ils vont montrer comment construire des petits hôtels pour les insectes. Oh là! C'est très simple à faire. Ma fille en a fait un. Avec les enfants, ça pourrait être un beau projet à l'école. Dans le fond, tu fais juste dans un cadre qui peut être de différents hauteurs. Là. Il y en a qui sont amusés de faire un mur, mais ça pourrait être juste un cadre de fenêtre, un vieux cadre de fenêtre réutilisé. Puis là, tu vas mettre des briques, des petites pailles, des bois, toutes sortes de choses agencées qui fait que c'est très joli à la fin, mais qu'il y a toutes sortes d'insectes différents qui vont pouvoir venir, les coccinelles vont pouvoir venir habiter dans un de ces espaces-là. Les guêpes parasites qui vont manger nos chenilles sur nos choux, eux autres, ils vont pouvoir faire leur bébé là. Puis, fait que, dans le fond, ça devient vraiment un hôtel qui est accueillant pour plein de sortes d'insectes différents qui sont nos alliés, qui nous aident. Il faut savoir que 90% des insectes sont utiles. Hein? On pense, on voit un insecte, oh mon Dieu, il va attaquer mon jardin. 90% des insectes sont utiles. Il y en a peut-être 8% qui sont neutres, qui ne dérangent pas, puis 2% qui sont nuisibles. Fait qu'il ne faut pas tuer ceux qui sont utiles. Là, quand on met un insecticide, ça tue tout. Fait que là, on vient de tuer ceux qui travaillent pour nous. Fait qu'il faut travailler intelligemment en attirant ceux qu'on va avoir. Les fleurs, c'est important aussi pour attirer il y a beaucoup de sortes d'insectes utiles qui ont besoin du nectar des fleurs pour survivre. Eux autres, ils vont attraper les insectes nuisibles, ils vont les manger ou vont les donner à manger à leur bébé, mais ils ont besoin à la base de nectar. Fait qu'il faut avoir des fleurs dans un jardin en permaculture. C'est merveilleux, hein? Ensuite, un autre truc, avoir des plantes qui fixent l'azote. On avait parlé du trèfle, mais la famille des légumineuses, ça fixe l'azote. Fait qu'il y a, quand on fait pousser des fèves, des gourganes, ça peut être des haricots d'Espagne. Il y a même des arbustes qui fixent l'azote. Il y a l'argousier,
qui est Oui. un arbuste qui fait des fruits. On l'appelle le fruit de l'éternelle jeunesse. C'est un fruit qui a beaucoup, beaucoup d'antioxydants, qui a des propriétés incroyables pour se garder jeune, avoir de l'énergie et guérir plein de choses. Mais en plus, il prend l'azote de l'air et il l'envoie dans le sol. Après ça, c'est disponible pour toutes les autres plantes autour. Fait que ceux qui ont de l'argousier, dans le fond, le sol se bâtit d'année en année. Les plantes sont plus belles autour sans que nous, on aille acheter un sac de compost et qu'on aille à le mettre au pied de chaque plante. En plus, l'argousier va être capable de pousser dans des endroits où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de plantes qui vont être capables de pousser. Les sols arides. Les sols arides, en gravelle, tapés. Tu sais, ils n'aiment pas l'humidité, là. Pas un sol humide, mais tu sais, un bord où est-ce qu'il y a vraiment eu de la gravelle pendant des années, puis il n'y a rien qui pousse là. Mais l'argousier, lui, il n'y a pas de problème. Justement parce qu'il fixe l'azote de l'air. Fait que lui, ça ne le dérange pas, il n'a pas peur de la sécheresse. Et que c'est-tu merveilleux, un arbuste qui fixe l'azote, qui peut pousser là où il n'y a pas d'autres plantes qui poussent, puis qui fournit un fruit. C'est magnifique en plus. Hein? C'est magnifique, voilà. Fait que, puis en plus, ça a des épines, l'argousier, fait que ça permet à certains types d'oiseaux d'aller nicher puis d'être protégés. Vu qu'il y a des épines, les chats, où il n'y a pas des prédateurs qui vont venir attaquer les oiseaux. Fait que ceux qui aiment les oiseaux, c'est une bonne chose d'avoir l'argousier. Puis si on ne mange pas les fruits, c'est les oiseaux qui vont aller les manger en hiver. Fait que ça, c'est un autre exemple. Le caragana. Il y a beaucoup de gens qui ont des haies de caragana dans la Matapédia. Il y en a au parc au lac au Saumon. Il y en a un peu partout, en fait. Puis le caragana fait des petites gousses. Fait que ça ressemble à un petit pois, finalement. C'est une plante comme une légumineuse qui va fixer l'azote de l'air. Fait que si on a besoin d'une haie, pourquoi pas faire une haie de caragana qui, elle-même, va ajouter de l'azote pour les plantes autour? En plus, les petites gousses peuvent être comestibles pour les poules. Fait que ceux qui ont des poules et qui aiment ça, les laisser aller un peu, ben, quand c'est le temps des gousses, les poules peuvent aller picosser ça, manger les graines. Puis, fait que ça a plein d'utilités. Fait qu'avoir des plantes qui fixent l'azote. L'aune aussi, j'ai oublié de dire, j'ai parlé de l'argousier qui ne pousse pas nécessairement en terrain humide. Si on a un terrain plus humide, l'aune, on en voit tout le temps sur le bord des rivières, là. C'est un arbuste. Fait que ça, c'est un arbuste qui fixe l'azote. Comme l'aune rouge. Oui, l'aune rugueux. Fait que les ondes, c'est très bon aussi pour fixer l'azote. Pour créer un écosystème, on peut aussi avoir une basse-cour. Ceux qui vivent pas directement en ville, sont dans un rang, qui aimeraient ça avoir leurs œufs, mais une basse-cour, ça favorise beaucoup, beaucoup un écosystème parce que moi, mes poules vont manger les résidus de cuisine, les résidus de table. Après ça, ils vont me fournir mes œufs, fait que déjà, je suis contente d'avoir des œufs, mais en plus, je peux faire composter leur fumier qui va vraiment fournir un précieux compost, un engrais précieux pour la cour. Puis si de temps en temps, à l'automne, quand j'ai fini mon jardin, je les laisse aller librement un peu. Ils vont manger les insectes nuisibles qui se trouvent dans le jardin. Ils vont faire un travail. La même chose, j'ai des petits lapins aussi. Les lapins, ils vont manger les légumes, les feuilles de légumes. Tu sais, quand on récolte le jardin, là, puis là, il y a des feuilles de carottes, il y a des feuilles de navets, des feuilles de betterave. Mais les lapins vont tout manger ça, que moi, j'ai peut-être pas le temps de tout manger. Puis, ils vont faire caca. Puis le compost de fumier de lapin, c'est super riche pour les jardins. Fait que d'avoir des animaux d'une basse-cour, ça peut aider la biodiversité, ça peut aider à l'écosystème en créant un compost très riche, très utile. Le jardin ne devrait pas produire de déchets. T'sais, dans le fond, quand on jardine, on ne devrait pas jeter les choses. On devrait les faire composter, on devrait les utiliser comme paillis. Il faut que ça soit un écosystème. Si on jette quelque chose, à chaque fois qu'on jette, on l'enlève. On enlève quelque chose qui apporterait de la fertilité au jardin. Fait que l'écosystème, il faut qu'il soit conçu, qu'il n'y a rien qui est jeté, tout roule en lui-même. Oui, parce que si tu jettes quelque chose, forcément, peut-être que tu vas être obligé d'acheter quelque chose pour combler. Le manque qui va avoir été créé. Tu vas être obligé d'ajouter du compost à chaque année. Tandis qu'en ayant, comme avec les plantes qui fixent l'azote de l'air, les feuilles tombent à l'automne, puis ça finit par être transformé par les vers puis par faire un compost naturel. Le paillis est au sol, les feuilles mortes, la paille, le gazon qu'on a coupé, ça va garder l'humidité, on n'aura pas besoin d'arroser. Fait que tout ça, chaque élément a une utilité, ou plusieurs utilités. C'est vraiment la joie, dans le fond, de jardiner sans se donner trop de travail qu'on se donnait avant. Là. Le travail qu'on fait, c'est minime. Là.
Oui, la permaculture, il y a un travail d'installation, de planifier où est-ce que je mettrais l'étang, où est-ce que je mettrais la clôture, où est-ce que je mettrais les cabanes d'oiseaux. Puis au début, c'est un travail de planification, de préparation, d'entretien les premières années quand on a planté nos choses. Les premières années, il faut en prendre soin, arroser les petites vivaces ou les arbres. Mais après 2-3 ans, ils sont autonomes, puis on n'a plus besoin de... Il reste surtout à les cueillir et manger. Je pense que tu partages aussi ces trucs-là sur une page Facebook qu'on a parlé dans la première. Oui, permaculture et autonomie alimentaire matapédienne. Dans cette page-là, en fait, tout le monde partage des trucs. Tous les passionnés de jardinage de la Matapédia, quand ils voient passer quelque chose sur Facebook qu'ils trouvent intéressant, un truc, comment créer son étang, comment récolter ses graines de fleurs, mais c'est partagé, puis là, tout le monde peut en profiter. Puis s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, mais il y a tout le groupe Facebook qui peut donner des trucs pour répondre. Fait que dans le fond, c'est vraiment un échange. Autrefois, il y avait la Société d'horticulture qui était très, très dynamique. C'était extraordinaire. Puis c'est un peu tombé par manque de bénévoles. C'est quand même du travail d'avoir un conseil d'administration, faire des réunions, se réunir et tout. Mais le groupe Permaculture et autonomie alimentaire matapédienne pourrait ressembler à la Société d'horticulture, mais vraiment version alimentaire. C'est vraiment pour les gens qui aiment faire un jardin pour pouvoir se nourrir ou se procurer des plantes médicinales. Alors, merci beaucoup encore, Marie-André. Puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine capsule qui va porter sur... La prochaine capsule, c'est une liste des plantes, parce que là, on a beaucoup parlé des merveilles de la permaculture, des utilités puis tout, mais il y a peut-être des gens qui disent « Ouais, mais nous, dans la vallée, c'est quoi qu'on peut mettre dans la permaculture? » là? Bonne idée! Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Ça marche. Vous n'avez pas assez de terrain pour pouvoir vous initier à la permaculture? Eh bien, vous pouvez réserver un espace dans le tout nouveau jardin communautaire d'Amqui en téléphonant Brigitte au 418-629-1331 chez Moisson-Vallée. Nous poursuivons avec Marie-Pierre Pinel qui vous apprend cette semaine à gérer votre colère et à lâcher prise. Marie-Pierre, aujourd'hui, on va parler de la colère. Oui, effectivement. Donc, une émotion négative. Hein? Bien souvent, quand on va être amené à vivre des émotions comme ça qui font pas notre affaire, bien souvent, on essaie de s'empêcher de les vivre. On va parfois essayer de les refouler, de les cacher. Donc, on essaie de les ravaler, puis finalement, mais ça l'effet inverse. Ça explose. Bien entendu. Oui, avant d'exploser, peut-être que ça va faire même l'effet boule de neige. Donc, ça commence petit, puis on va emmagasiner encore plus de colère, puis on va vivre dans une atmosphère très négative. Donc, c'est vraiment une bonne arme que d'être capable, en fait, de bien vivre nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Comment qu'on fait pour pouvoir gérer notre colère? Oui, bien, en fait, à la base, toute émotion, on doit l'accepter. Donc, se donner le droit de la vivre de un. Un peu aussi d'essayer de se connaître davantage face à cette émotion-là. Parce que quand on vit de la colère, par exemple, ça va nous indiquer beaucoup sur nous-mêmes. Des fois, on va penser qu'on est en colère contre une situation, mais pourtant, c'est peut-être un besoin qu'on a puis qui n'est pas comblé. Donc, ça va agir un peu à titre de boussole. Ça va nous aider à voir qu'est-ce qui n'est pas comblé chez moi, qu'est-ce qui me manque pour être heureux. Donc, est-ce que j'agis contre mes valeurs? Est-ce que j'ai oublié de combler certains besoins? Ou est-ce que j'ai oublié de mettre mes limites en quelque part? OK. Donc, ça va nous en apprendre beaucoup sur nous. Essayer d'analyser la situation au lieu de l'avoir comme un échec. Ou, Donc, de se donner le droit de la vivre, de comprendre d'où elle vient, ça va être vraiment aidant. Donc, pour bien être en mesure de gérer notre colère, premièrement, ça va être de l'accepter. Des fois, il va falloir prendre un petit peu de recul aussi, pas exploser tout de suite, puis l'extérioriser. Des fois, ça va être plus sage de prendre un temps de recul, peut-être se retirer, aller réfléchir à nos trucs, puis revenir par la suite pour exprimer notre colère. Donc, sans renverser des tables. Puis... Non, effectivement. Donc, premièrement, bon, d'accepter l'émotion, puis essayer aussi de la comprendre. Qu'est-ce qui se cache derrière elle? Est-ce que c'est un besoin qui n'est pas comblé, une valeur à laquelle j'ai pas fait attention, puis que je suis allée à l'encontre? Est-ce que c'est mes limites que j'ai oublié de mettre en quelque part, puis les gens en ont pris trop? Donc, ça va être de se questionner au niveau de
de ce qu'elle veut dire, cette émotion-là. De bien l'analyser, finalement. Oui, effectivement. De l'accepter aussi, de se donner le droit de la vivre, ça va en fait nous permettre de ne pas y résister, hein, parce que souvent, quand on résiste à quelque chose, bien, ça persiste, puis ça prend davantage de place dans nos vies. On a peut-être quelque chose à apprendre dans ce temps-là. Oui, effectivement. Donc, en fait aussi, ben, pour continuer notre questionnement au niveau de cette émotion-là, ben, c'est de se demander, est-ce que ça me tente encore de la vivre? Est-ce que je la garde ou j'essaye de trouver des moyens justement pour plus avoir à la vivre? Donc, ça va être peut-être de justement répondre aux besoins qui se cachaient derrière, qui n'ont pas été répondus. Donc, en se questionnant vraiment aussi sur cette émotion-là, qu'on s'est donné le droit de vivre, ben, ça va nous permettre de trouver peut-être des solutions pour ne plus avoir à la vivre par la suite. Puis est-ce qu'il y a moyen d'avoir de l'aide pour pouvoir analyser tout ça? Parce que des fois, juste par nous, c'est pas toujours facile. Hein? Effectivement. Bien, nous, on offre en fait des ateliers, que ce soit populationnel ou en milieu de travail. Donc, on a des ateliers qui permettent de gérer les émotions de toutes sortes ou plus spécifiquement la colère également. Okay. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. On peut soit vous donner de l'information par téléphone, même par Internet, ou se rendre sur place pour discuter avec vous dans le cadre d'un atelier. Comment on fait pour lâcher prise? C'est quoi vraiment ce terme-là? En fait, il n'y a pas de méthode toute préconçue, programmée, préconçue. Ça peut demander beaucoup d'efforts et de temps, en fait, pour arriver à vraiment lâcher prise. Souvent, le monde a peur aussi. Entendre lâcher prise, ils pensent qu'on leur demande d'abandonner. En fait, c'est pas nécessairement d'abandonner, mais c'est peut-être de prendre, premièrement, conscience dans la différence entre contrôler et influencer. Donc, des fois, on va essayer de mettre beaucoup d'efforts, des fois même des efforts surhumains pour réussir à rétablir un problème ou une situation. Puis pourtant, on n'a aucun contrôle sur cette situation-là. Donc, on donne un exemple là, concret des fois, là, oui. Qu'on pourrait avoir? Si, par exemple, mon conjoint laisse toujours ses bas à la traîne dans le salon. Moi, ça me tente vraiment beaucoup. Puis, je suis toujours en train de lui nommer que ça me tente, de lui dire d'aller les mettre dans la main à linge. Puis, c'est toujours du pareil au même, donc il les laisse toujours à la traîne pareil, par exemple. Bien, en fait, ça serait peut-être de lâcher prise à ce niveau-là. Ça pourrait être de mettre un petit bac à côté du divan où il pourra déposer ses bas. Des fois, c'est de trouver un peu une idée farfelue pour faire face aux problèmes. Dédramatiser un peu la effectivement. situation. Donc, en fait, c'est pas abandonner, de lâcher prise. C'est des fois de peser sur pause pour se permettre, en fait, de voir d'autres options qui peuvent s'offrir à nous. Donc, c'est aussi surtout d'accepter de ne pas tout contrôler. Au niveau des gens, tout le monde est différent. Donc, des fois, de prendre conscience qu'on ne peut pas contrôler ce que l'autre va penser, ce que l'autre va faire ou dire, c'est certain qu'on peut l'influencer à un certain niveau si la personne veut bien se laisser influencer. Donc, quand on peut faire ni un ni l'autre, en fait, c'est un peu de faire un deuil qu'on n'aura peut-être pas nécessairement ce qu'on désirait vraiment. Oui, c'est un deuil, mais pas nécessairement avoir perdu la situation. C'est vraiment juste, bon, OK, on va attendre un peu peut-être. Effectivement. Des fois, on laisse ça un petit peu sur la glace, puis c'est là qu'il nous vient des nouvelles idées, justement, pour essayer de résoudre la situation. Donc, en fait, c'est au niveau du lâcher-prise, ce qui est important, c'est d'être conscient de toute la perte d'énergie puis de bien-être qu'on va faire, en fait, en résistant, en s'acharnant, puis en voulant que tout soit parfait. Puis, si on a besoin de plus de trucs à ce niveau-là, est-ce qu'on peut te contacter directement? Oui, avec plaisir. Donc, vous pouvez me contacter par téléphone au 418-723-6416, poste 105. Ou vous pouvez aussi m'envoyer un courriel à l'adresse qu'il va y avoir au bas de l'écran. Sinon, on va avoir un site Internet aussi que vous pouvez aller visiter. Donc, www.smq-bsl.org. Donc, il y a vraiment une panoplie d'articles sur la santé mentale, des outils.
En fait, il y a vraiment tout plein d'informations qui sont intéressantes pour toute la population, donc n'hésitez pas à aller le visiter. Très bonne suggestion. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. C'est excellent de savoir lâcher prise, mais lorsqu'on apprend à mieux gérer nos finances, c'est important de ne pas lâcher. Jean-Mathieu, aujourd'hui, on va parler des mauvaises solutions, des requins, de ceux-là qui essayent de nous dire « Ah, mais tout va bien aller, moi je te prête de l'argent, puis ça ne te coûtera rien ». Quel genre de solution comme ça qu'il faut faire attention? Oui, on parle des intermédiaires financiers. C'est sûr et certain qu'il y a un gros marché qui s'est construit autour de l'endettement des gens, parce que c'est sûr qu'une personne qui est endettée, qui recherche une solution à tout prix, ben justement, le à tout prix le dit, donc il y a de l'argent à faire là. Et il y en a plusieurs qui essaient de profiter justement de cette vulnérabilité-là du consommateur en situation d'endettement pour faire la passe, si on peut dire ça comme ça. Le top 10 peut-être? Oui, ben c'est moins qu'un top 10, je te dirais. Ils ont quand même à peu près le même procédé en général. On va parler entre autres des courtiers en financement, des courtiers en refinancement. Ça, c'est ceux qui nous proposent, qui nous promettent de réussir à nous trouver une institution financière ou un moyen de réhypothéquer notre maison avec un taux d'intérêt très avantageux et que ça va nous coûter 0 $ ce refinancement-là. Généralement, faut pas nécessairement faire affaire avec ces gens-là parce que, ben, un courtier en refinancement, bon, on est peut-être mieux d'aller voir directement notre institution financière qui nous a prêté à l'origine ou sinon d'aller magasiner dans d'autres institutions financières pour un refinancement. Il faut également regarder peut-être que notre maison a ce qu'on appelle la valeur d'équité, c'est-à-dire la différence entre notre hypothèque qui nous reste à payer, notre solde hypothécaire, le prêt qu'on avait contracté à l'origine et la valeur marchande de notre maison. Donc, avec tout un savant calcul, il y a un montant qu'on pourrait aller réemprunter pour éventuellement payer des dettes. Okay. Ensuite de ça, on a également tout ce qu'on appelle le credit counseling, le conseil en solution au crédit. Credit counseling, ça, c'est des gens qui nous promettent de nous trouver des solutions à toutes nos dettes. Donc, si on va les voir gratuitement, parce qu'ils disent être des OBNL, souvent. Si on prend par exemple SOS Dette, qui avait une campagne publicitaire très agressive, si on peut dire, il y a quelques années, c'est du credit counseling. Donc, eux, ce qu'ils nous proposent, c'est de contacter nos créanciers, de prendre arrangement avec nos créanciers, moyennant une contribution volontaire. Okay. Et c'est là que se cache le problème, c'est que cette dite contribution volontaire-là, par exemple, peut être un certain pourcentage de nos dettes. Souvent, on a vu des dossiers où il n'y avait pas réellement d'entente qui avait été prise avec les créanciers ou qui avait été prise beaucoup plus tard après la signature du contrat avec le conseiller. Et il y a une partie de nos paiements qui va aller directement dans les coffres de l'organisation aussi. Ah, oui. Donc, il y en a plusieurs comme ça. Sans que ça paraisse trop. Et souvent, ben, il n'y aura pas nécessairement une vraie consultation budgétaire qui va être associée à ça. Donc, on peut se retrouver avec des paiements qui sont importants. Donc, il faut faire attention avec qui on fait affaire à ce niveau-là. Ensuite de ça, il y a les fameux deuxième, troisième chance au crédit. Ça, c'est ceux qui vont nous prêter de l'argent sans enquête de crédit. Souvent, on voit ça dans le marché automobile. Là. Souvent, pour les financements automobiles, là, quand c'est marqué « nous prêtons de l'argent ». Oui. Donc, ça, oui. Souvent, les taux d'intérêt sont très élevés par rapport à ces financeurs-là. Et quand on parle de deuxième, troisième chance au crédit, quand on est rendu à aller vers ces sources de crédit-là, c'est peut-être qu'on est mieux de s'éloigner du crédit le plus possible. Ouais. Parce que si on n'a plus accès au crédit traditionnel, ben c'est soit qu'on a des problèmes de paiement, soit on a des problèmes à rencontrer nos obligations, ou on a une historique de crédit qui est peu reluisant. Si c'est un engrenage qui finit plus. Là. Oui. On a aussi ce qui est les prêteurs sur gage, les fameux prêteurs sur gage où on va déposer un bien en garantie contre de l'argent. Bien, souvent, l'argent qui nous est donné, prêté, pardon, est à une fraction de la réelle valeur, finalement, du bien qu'on a laissé.
Et souvent, ça va nous coûter une fortune à aller rechercher ce bien-là par la suite. Ensuite de ça, on a les redresseurs de cote de crédit. La fameuse cote de crédit qui est le saint graal de l'emprunteur, si on peut dire. Oui. Ça, mettons qu'on fait une faillite, il y aurait des redresseurs de cote de crédit qui diraient, bon, ben moi, j'efface tout ça, et voilà. J'appelle la reine. C'est ça. Par exemple, je suis un jeune qui désire s'acheter une maison, qui a un historique de crédit très peu reluisant, et que quand j'arrive dans les institutions financières, on me dit « Ouf, ta cote de crédit n'est pas superbe », je pourrais être tenté d'aller vers quelqu'un qui se dit redresseur de cote de crédit. Ah, oui. Donc, qu'est-ce qu'ils nous promettent? C'est d'aller faire effacer des notes négatives à notre dossier de crédit auprès d'Equifax ou de TransUnion. Par contre, je tiens tout de suite à vous préciser que personne ne peut aller effacer une note qui est véridique à un dossier de crédit. Donc, si j'ai vraiment eu de la difficulté à rembourser une dette, ça va être inscrit à mon dossier de crédit et personne ne peut la faire enlever comme ça. Donc, je l'ai vraiment fait, donc ça va rester là. Alors, perdez pas votre argent ni votre temps à aller voir ces redresseurs-là parce qu'ils n'ont pas de réel pouvoir d'action à ce niveau-là. OK. Donc, est-ce que c'est tout? Je vous dirais, ce qu'il faut faire attention, c'est tout ce qui est crédit facile. Quand on nous dit qu'il n'y a pas d'enquête, quand on nous dit on vous prête 500, 700 $ en 15 minutes sans vérification, attention, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des frais d'administration, qu'il va y avoir des frais de gestion de dossier. Parfois, là, pour un prêt de 500 $, en bout de ligne, ça coûtait 750 $, mais remboursable en un mois. Donc, on parle de 600 % de taux d'intérêt par année. Hallucinant. C'est ça. Donc, c'est souvent dans des frais d'administration que les réels coûts de ce crédit-là vont se cacher. Ça peut coûter très cher et en plus de ça, généralement, ça ne nous aide pas nécessairement dans l'amélioration de notre situation. On oriente plus les gens vers les autres solutions aux dettes, la consultation budgétaire, les consolidations de dettes si nécessaire. Allez voir votre institution financière s'il y a des solutions plus traditionnelles qui s'offrent à vous, mais faites attention à tout ce qui est crédit à haut taux de crédit ou les prêts nébuleux. Si quelqu'un a un doute, est-ce qu'il peut vous contacter pour avoir plus de renseignements sur oui, un genre de crédit comme ça? Donc, en nous contactant, on va pouvoir regarder avec la personne, premièrement, la situation et ensuite de ça, si elle nous dit est-ce que ça, c'est une bonne source de crédit, bon, on peut faire une petite recherche aussi pour voir dans quelle catégorie peut se classer ce créancier-là. Et on peut vous contacter à quel numéro? Au 88-562-7645 ou au 1-866-566-7645, numéro sans frais, ou au www.sfpeninsule.ca. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Même en étant un excellent gestionnaire, ce n'est pas évident d'amasser assez d'argent pour développer notre entreprise. C'est pourquoi la MRC de la Matapédia veut aider les entrepreneurs pour leurs projets. Stéphane, il y a eu des outils de développement qui ont été créés. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi exactement? Ben oui, c'est ça. Au cours des derniers mois, la MRC de Matapédia a travaillé là, sur la refonte de ces outils, notamment au niveau de ses politiques d'investissement. Il faut comprendre qu'avec la loi 28 au niveau du ministère des Affaires municipales, maintenant, c'est la MRC là, qui a la compétence au niveau du développement économique. Puis, il fallait revoir nos politiques d'investissement pour qu'elles s'adaptent au niveau du nouveau Fonds de développement des territoires. Donc, pour ça, on a revu notre politique de soutien aux entreprises et notre politique de soutien aux projets structurants. Dans le fond, la politique de soutien aux entreprises, c'est un peu la même politique que nous avions quand nous étions le CLD. Depuis le 1er janvier, le CLD de la Matapédia a été intégré là, au niveau du service de développement de la MRC. Donc, pour les entrepreneurs qui étaient habitués d'utiliser les services au niveau du CLD, la politique de soutien aux entreprises est sensiblement la même politique avec laquelle nous avons travaillé au cours des dernières années. Donc, on a toujours de l'aide financière sous forme de subventions pour le démarrage d'entreprise, pour la commercialisation, pour des études, pour l'économie sociale, de l'expansion aussi. Donc, pour les entreprises qui ont travaillé avec les gens du CLD au cours des dernières années, ils sont encore... Ils sont assez familiers avec nos produits que nous offrons.
On a un volet maintenant aussi particulier, là, qui est le volet au niveau de l'éco-territoire habité. Ça s'est rajouté? C'est-tu de l'argent nouveau ou c'est de l'argent qui a été partagé? C'est une nouvelle aide financière, dans le fond, qui s'ajoute à ce qu'on avait au cours des dernières années. C'est une enveloppe de 120 000 $ qui nous permet d'appuyer des initiatives de développement durable, spécifiquement pour les entreprises. Donc, ce n'est pas pour les organismes sans but lucratif, cette enveloppe-là. Ouais. C'est spécifiquement pour les entreprises. Donc, s'il y a des entreprises qui ont des projets en développement durable qui sont innovants, bien, ils peuvent solliciter cette enveloppe-là. Ils peuvent venir nous rencontrer pour voir s'ils peuvent être admissibles à une aide financière. Des exemples, parce que des fois, c'est pas toujours évident de dire, bon, OK, j'ai une entreprise, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour pouvoir développer mon entreprise encore plus? Qu'est-ce que les gens peuvent imaginer? Bien, c'est très varié. Hein? Au cours des années, on a appuyé différents types de projets. On a eu des démarrages, par exemple, la boutique Check Ça. C'est une boutique qu'on a appuyée au niveau du démarrage d'une nouvelle entreprise. Ça peut être dans différents domaines d'activité. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on a certaines limitations malgré tout. On ne peut pas aller, par exemple, dans des domaines qui sont extrêmement concurrentiels. On est limité, on a certains types de projets qu'on ne peut pas appuyer. Donc, c'est bien important, à partir du moment que les gens ont une idée, qui prennent le temps de venir nous rencontrer pour nous exprimer un peu c'est quoi leur idée. Et à partir de là, dans certains cas, on va pouvoir les appuyer financièrement. Dans d'autres cas, on va pouvoir quand même les outiller pour réaliser leur projet, même s'il n'y a pas d'aide financière là, qui vient sous forme de subvention. Mais pour une entreprise déjà existante, mettons, comment il fait pour pouvoir dire... Pour une entreprise déjà existante, ça pourrait être une entreprise qui dit, bien, moi j'ai un projet d'expansion, donc je veux ajouter un nouveau service à l'intérieur de mon entreprise, je veux faire un agrandissement, je veux faire... À ce moment-là, on a un volet qui est au niveau de l'expansion qui nous permet de dire, bien, si c'est rattaché aussi à de la création d'emplois, ça nous permet de... Pour que ça aille avec l'éco-territoire. Bien, il y a le volet éco-territoire là, qui était vraiment, comme je vous disais, au niveau là, du volet fonds éco-territoire, mais on peut aussi le voir là, dans le volet global d'expansion d'une entreprise, que ce soit une entreprise d'économie sociale ou une entreprise privée en tant que telle. Dans le fond, c'est de venir vous rencontrer, puis à ce moment-là, ben vous jouez un peu avec tout ça. Là. Vous dites, OK, oui, pour l'éco-territoire, oui, ça pourrait convenir. C'est ça. C'est ça. C'est que dans le fond, aussitôt que le promoteur a une idée, quand on parle d'un nouveau projet, c'est de prendre le temps un peu d'écrire, de prendre le temps un peu de définir c'est quoi qu'il souhaite faire comme projet. Ensuite, c'est de prendre contact avec nous pour venir nous expliquer c'est quoi le projet. Puis à partir de là, nous, on va regarder avec lui pour l'accompagner dans son cheminement de projet. Puis des fois, ça peut finir avec une aide financière. Des fois, ça finira peut-être pas avec une aide financière parce que, bon, il y a des limitations, parce que le projet ne cadrera pas avec les orientations de développement qu'on a. Mais au final, l'important, c'est que cette personne-là elle puisse voir où commence son projet, puis qu'elle puisse être accompagnée dans les différentes démarches pour que même s'il n'y a pas d'aide financière, elle puisse peut-être quand même partir son projet aussi. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas qu'une question d'aide financière. On est là aussi pour l'entrepreneur pour pouvoir l'accompagner dans son projet avec ou sans aide financière. Et puis, s'ils viennent ici, est-ce que c'est avec toi qui travaille ou c'est avec d'autres? Non, mais c'est ça. On a une équipe quand même là, de conseillers. Quand on parle de projets plus spécifiquement au niveau des entreprises privées, on a des conseillers, deux conseillères dans le fond au développement des affaires ici qui vont pouvoir les accompagner là, selon le type de projet qu'ils veulent développer. Si on parle d'un projet plus de développement socio-économique, socio-communautaire avec des organismes sans but lucratif, par exemple, ou avec les municipalités, on a aussi une équipe là, de conseillers en développement local et territorial. 3 conseillers là, et conseillères qui accompagnent le milieu, qui sont dédiés au niveau des municipalités et qui vont accompagner les communautés à bâtir des projets. C'est le volet plus au niveau de la politique des projets structurants que je vous parlais tout à l'heure. Encore une fois, la politique des projets structurants, on n'a pas complètement tout réinventé non plus. On s'est beaucoup inspiré de ce qu'on a fait au niveau des dernières années, au niveau du pacte rural. Les gens le connaissent aussi, cet élément-là, quand on parle du pacte rural, parce qu'il y a quand même eu des centaines de projets au cours des 10 dernières années pour la réalisation de projets structurants dans le milieu. On voit souvent le logo passer. Oui, c'est ça. Il y avait le logo qui passait, puis on a été partenaire de plusieurs initiatives aussi. Donc, l'idée avec la politique des projets structurants, c'est de continuer un peu cet élément-là.
Ce qu'on va rechercher, c'est sûr, maintenant, c'est le caractère structurant du projet. On doit valider comme il faut avec le milieu que c'est un besoin vraiment réel du milieu, que c'est un projet qui va avoir des retombées intéressantes pour le milieu et qui répond à un enjeu de développement qui est prioritaire. Donc, des lettres d'appui, des choses des lettres d'appui, puis des projets qui dépassent du cadre de simplement, par exemple, je donne un exemple, rénover pour rénover, mais qui amènent une plus-value, qui amènent un nouvel élément dans le milieu. Donc, si jamais les gens ont des projets, effectivement, ils prennent contact avec leur conseiller en développement local et territorial, puis il va les accompagner là-dedans pour voir dans quelle mesure on peut les accompagner financièrement si c'est admissible. De ce volet-là, on a une enveloppe aussi qui a été réservée. Maintenant, là, on a un montant de 5 000 $ par municipalité là, qui est réservé pour des projets plus locaux, vraiment très locaux. Donc, s'il y a des projets qui sont de moindre, je vais dire, de moindre importance ou... Ils sont importants, mais ils coûtent moins cher. Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Mais dans le fond... c'est une enveloppe qui est là pour pouvoir réaliser des actions qui sont plus locales. Puis on a des actions aussi qui peuvent avoir une portée, même si ça se fait au niveau local, mais qui vont avoir une portée importante au niveau de la Matapédia. Bien, il y a toujours l'enveloppe des projets structurants qui est là pour qui peuvent solliciter. Puis les coordonnées, maintenant, on peut les trouver avec le site de la MRC. Oui, c'est ça. Puis, sur le site de la MRC, c'est une obligation aussi qu'on a maintenant au niveau du Fonds de développement des territoires, l'entente qu'on a avec le ministère des Affaires municipales. Puis de toute façon, on a toujours rendu disponibles nos éléments au niveau de ça, mais si vous allez sur le site de la MRC de Matapédia, vous allez trouver les documents nécessaires au niveau des politiques, puis la façon de procéder aussi. Puis pour ceux qui n'ont pas accès à Internet... peuvent toujours nous contacter ici. Au 418-629-2053. Oui, c'est ça exactement, au poste, aux différents postes. On est toujours, ce qui était l'ancien CLD, on est le service de développement de la MRC, on est toujours au 4e étage là, de l'école Sainte-Ursule. Donc, vous pouvez communiquer avec nous à n'importe quel moment là, pour qu'on puisse regarder avec vous, que ce soit un projet plus privé ou que ce soit un projet collectif. N'hésitez pas à nous contacter, on est là pour répondre à vos besoins, puis on va vous outiller ou vous orienter vers les meilleures décisions là, dans vos projets. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. D'autres entreprises n'ont pas vraiment besoin d'argent pour prendre de l'expansion et certains aimeraient même les freiner. Stéphane, toi, tu es professeur de géographie ici, puis tu as organisé une projection. Peux-tu me dire exactement c'était pourquoi, le but, là? Bien, évidemment, c'était pour, dans le cadre de mon cours en géographie, études régionales du Québec. Donc, nous, en fait, on s'intéressait, par exemple, à toute la question du transport des hydrocarbures, par exemple, par pipeline ou par train. Donc, tout ce qui relève, en fait, du fédéral. Donc, on dit c'est de juridiction fédérale. Donc, dans le cadre du cours, mes étudiants, ils devaient justement se pencher sur tout cet aspect-là et plus largement sur toutes les problématiques environnementales, par exemple, qui pourraient être générées par le développement, par exemple, des sables bitumineux, mais qui affecteraient plus particulièrement le Québec, par exemple, par le transport. Donc, le transport soit par pipeline, des oléoducs, ou par train. Et ou par train, c'est-à-dire, parce que là, présentement, il y a plusieurs projets, là, comme on le sait, que ce soit chaleur terminale avec les trains, que lui, ce projet-là viendrait affecter la vallée de la Matapédia particulièrement. Et il y a aussi le projet Énergie-Est, qui ne viendrait pas affecter la vallée de la Matapédia, mais ce serait plus dans la région du Témiscouata, par exemple, qui traverserait pour rejoindre Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est lui précisément que le documentaire, en fait, traitait. Donc, le documentaire qu'on a présenté au CEMEC, c'était, en fait, Pipeline, pouvoir et démocratie du réalisateur Dominique, Olivier Desjasselin. Donc, ça traite essentiellement du projet Énergie-Est. C'est quoi le projet Énergie-Est? Bien, c'est un projet de pipeline qui est mené par la compagnie TransCanada. Donc, c'est un projet de pipeline qui transporterait 1,1 million de barils de pétrole par jour, des sables bitumineux aussi, on l'a su, du pétrole de schiste aussi du Dakota du Nord qui pourrait être envoyé dans ce tuyau-là également.
Donc, c'est ça. Le documentaire s'intéresse à 4 personnages qui ont été suivis là, pendant 3 ans par Olivier D. Asselin, le réalisateur. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont proposées? Est-ce qu'il y a d'autres avenues qu'on peut envisager? Bien, en fait, dans le documentaire, il n'est pas question des autres solutions. Certains protagonistes, certains acteurs vont mentionner, par exemple, les énergies renouvelables ou l'électrification des transports, etc. Ça, ce sont en fait des propositions valables, en fait, pour remplacer effectivement notre dépendance aux hydrocarbures. Bon, on sait qu'on est dépendant là, aux énergies fossiles. Mais tu sais, par exemple, les projets de l'éoduc ou de train, ça irait pas pour la consommation québécoise en pétrole. Donc, ça irait essentiellement pour de l'exportation. Donc, on continuerait à importer une bonne partie de nos hydrocarbures de l'étranger, que ce soit par exemple de l'Algérie ou de la mer du Nord, etc. Donc, les solutions, en fait, par exemple, le Québec, nous, on n'a aucun avantage à avoir, aucun avantage économique à avoir de ces projets-là, parce que c'est des projets d'exportation. Donc, il n'y a pas vraiment possibilité non plus d'avoir des redevances ou quoi que ce soit. Et aussi, en fait, la communauté scientifique, la majorité des scientifiques dans le monde nous indiquent, en fait, qu'il faut se décarboniser. Donc, il faut décarboniser nos sociétés. Les rendre le moins possible accros aux hydrocarbures. Donc, parce qu'en raison justement de la problématique des changements climatiques. Donc, le dernier rapport du GIEC, c'est quoi? C'est le groupe d'experts sur la question du climat. Donc, eux autres, ils sonnent l'alarme, là, encore une fois, là, pour nous dire que, en fait, le 80% des hydrocarbures connus, là, ça veut dire connus dans le monde, que ce soit charbon, pétrole, gaz, devrait rester sous terre pour ne pas dépasser le 2 degrés, le fameux 2 degrés là, Celsius de réchauffement climatique d'ici 2050. Ça veut dire qu'il nous reste un crédit là, carbone là, de 20% de ces réserves-là là, environ là, qu'on peut encore brûler. Donc, tôt ou tard, il va falloir vraiment s'engager vers la voie de la décarbonisation. Donc, c'est sûr que si on laisse le pipeline, par exemple, Énergie-Est passer, bien ça implique que les sables bitumineux, en fait, prendraient de l'expansion. C'est-à-dire pourraient doubler ou à la limite tripler dans les prochaines décennies, etc. Là. Et puis, est-ce qu'il y avait beaucoup de téléspectateurs qui étaient là pour voir le film? Est-ce qu'il y a eu des réactions? Ben en fait, oui. Il y avait des étudiants de mon cours, évidemment. On n'est pas beaucoup, mais bref, on était 25 qui ont assisté, 25 personnes qui ont assisté à la projection. Aussi, il y avait Michael Rioux, Alissa, qui est en fait 2 protagonistes du film qui sont venus pour répondre aux questions, échanger aussi là, sur la question justement d'Énergie-Est. Donc, 25 personnes. Nous, on l'avait ouvert au grand public. Donc, il y a eu quelques élus aussi qu'on a vus dans la salle. Dans l'ensemble, moi, je suis content parce que 25 personnes dans les circonstances, on l'a annoncé un peu à la dernière minute parce que c'est un projet qui s'est comme matérialisé aussi à la dernière minute. Donc, dans l'ensemble, moi, je suis content. Je m'attendais peut-être à 15, donc j'ai eu 25. Fait que, dans l'ensemble, je suis content. C'est sûr que on aimerait qu'il y ait toujours plus de personnes qui soient là, qui assistent à des documentaires qui nous touchent, là, en fait, directement, là, comme celui-là. Est-ce que c'est des futurs participants à d'autres manifestations? Ben peut-être. En fait, là, justement, le documentaire, dans le fond, traite beaucoup de la question de l'acceptabilité sociale. Donc, tout ce qui est, dans le fond, la capacité, par exemple, à une communauté ou aux citoyens de refuser ou d'accepter un projet. Donc, oui, ça peut justement inspirer certaines personnes justement à se mobiliser, à revendiquer, en tout cas à poser des questions du moins. Comme présentement, il y a un BAP justement sur Énergie-Est. Un BAP, c'est quoi? C'est un bureau d'audience publique sur l'environnement. Donc, on peut participer encore jusqu'au 20 avril. On peut déposer un mémoire en ligne, justement, là, soit poser des questions, des choses comme ça. Donc, c'est sûr, c'est un projet qui touche l'ensemble, en fait, des Québécois et Québécoises, là, même si le pipeline, il ne passera pas dans la vallée de la Matapédia. Ça reste qu'il y a un autre projet qui est Chaleur Terminale, que c'est le train. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que oui, ça peut inspirer, ça peut... Le but, c'est dans le fond, c'est d'informer le plus possible la population. Là. Est-ce qu'il y a une page Facebook ou une adresse où on pourrait aller s'informer pour en savoir plus à ce sujet-là?
Bien, c'est sûr que oui. Il y a les pages Facebook comme par exemple les groupes de citoyens Stop Oléoduc ou la Fondation Coule pas chez nous. Il y a aussi plein d'autres groupes comme Non de Marée Noire dans le Saint-Laurent, par exemple, où c'est qu'il y a toujours un portrait d'actualité qui est mis là, en ligne quasiment à chaque jour sur tout ce qui est question d'hydrocarbures, que ce soit les sorts bitumineux, que ce soit les hydrocarbures dans le monde, mais c'est sûr, c'est toutes les nouvelles qui concernent le Québec, là, beaucoup. Là. Donc, tout ce qui est, mettons, Anticosti ou le pétrole en Gaspésie ou choses comme ça. Là. Ouais. Okay. Donc, félicitations pour pouvoir impliquer tes étudiants là-dedans, puis en tout cas, bonne continuité. Bien, merci. C'est important de se soucier de notre environnement, surtout si on veut continuer de se mettre de l'air pur dans les poumons, comme lorsqu'on participe à Cours ton marathon en équipe. Mathieu, il va y avoir un événement qui va revenir cette année, ça s'appelle Cours ton marathon. C'est quoi au juste? Cours ton marathon, c'est parcourir 42,2 km, donc la distance d'un marathon, mais ça se fait en équipe. Donc, ça se fait en équipe de 4 à 12 personnes. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des jeunes, donc au moins 2 jeunes dans les équipes de 4 à 17 ans. Pourquoi? C'est inviter les familles, les amis, les entreprises à venir avoir du bon temps avec nous puis courir un marathon, parce qu'en équipe, ça se fait bien. Absolument. Puis, comment ils font pour s'inscrire? Y a-t-il des critères, tout ça? Les critères d'inscription, c'est simple, c'est de 4 ans à 104 ans. L'important, tout ce qu'il faut, c'est avoir 2 personnes de 4 à 17 ans dans notre équipe. Et on s'inscrit directement sur le site de l'école, donc csmm.qc.ca/ASO. Et vous allez trouver toute l'information pour aller s'inscrire sur Cours ton marathon. Oui. Pardon, il y a un volet également de marche qui s'est ajouté à l'événement. On en est à notre 3e édition de Cours ton marathon en équipe. Toutefois, il y a des gens qui nous demandaient, pour qui c'était plus accessible de le faire à la marche, on offre aussi la possibilité de faire le demi-marathon, donc 21,1 km à la marche. Je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir. En fait, on est plusieurs partenaires dans cet événement-là qui est Cours ton marathon en équipe. Bien sûr, on est l'école Armand-Saint-Onge, mais on a également des gens de Défier la Vallée, de la MRC, de la Matapédia, du CIS, du Bas-Saint-Laurent, du CAMEF, Comité Matapédia en forme. Est-ce que j'en oublie, Mathieu, des partenaires? La ville d'Amqui, bien sûr, qui nous aide à faire toute l'organisation du parcours. Voilà. Et puis, il y a d'autres événements qui sont reliés à ça aussi. Cours ton marathon est venu pour donner un peu de visibilité à nos partenaires. Il y a 2 autres défis. La course au secondaire du défi Pierre-Lavoie, puis on a un défi à vélo, un 750 km qu'on fait en 3 jours. Et on avait des partenaires pour vouloir lui montrer que ça bougeait notre école. C'est pour ça qu'on les a invités. Puis en même temps, on a invité la population à venir courir avec nous. Est-ce qu'il y a une belle participation jusqu'ici? Je pense que l'an dernier, on était à 62 ou 65 équipes de 4 à 12 participants, ce qui est excellent. Ça avait pratiquement doublé comparativement avec la première édition. Donc, on s'attend encore à une amélioration cette année. Le terrain se remplit. C'est une grande fête familiale. C'est vraiment quelque chose de festif et de joyeux. Il n'y a pas de gagnant dans le sens qu'il n'y a pas de chronomètre, mais tout le monde est gagnant et tout le monde est content d'être là. Donc, il y a même des spectateurs qui se rassemblent sur le site. Il y a divers kiosques et d'autres activités. C'est vraiment très, très le fun. Donc, on rappelle les dates que ça va avoir lieu. C'est le 28 mai prochain. Le départ se fait à 9h30. Comme Mathieu l'a dit, on a toutes les informations complémentaires sur le site Internet de l'école, mais 28 mai à marquer à notre agenda, 9h30. Donc, si on va avoir plus d'informations, est-ce qu'on peut te rejoindre? Absolument. On peut communiquer ici à l'école secondaire Armand-Saint-Onge au 629-2201, poste 6363 ou encore sur le site Internet. Et quel est le coût pour l'inscription? En fait, c'est 10 $ par participant jusqu'à un maximum de 100 $ par équipe parce qu'on peut être 12 et ça ne coûtera pas 120 $. On s'arrête à 100 $ et 1 $ par personne, par participant est remis à Opération Enfant Soleil. Donc, on fait vraiment une pierre deux coups et on sait qu'Enfant Soleil remet beaucoup localement dans notre hôpital. L'an dernier, on a vu beaucoup de retombées. On les redira aussi le 28 mai, toutes les belles retombées d'Opération Enfant Soleil. Alors, 10 $ par participant jusqu'à un maximum de 100 $ par équipe. Le 29 mai prochain, tous les Matapédiens auront encore une bonne raison de se rassembler, mais pour marcher cette fois. Vous êtes invités à participer à la marche pour l'Alzheimer. Mélanie, tu es coordonnatrice pour... c'est quoi qui va se passer exactement? C'est une marche qui va se passer pour l'Alzheimer? Oui, aujourd'hui appelée la marche pour l'Alzheimer, anciennement appelée la marche de la mémoire, qui aura lieu le dimanche 29 mai 2016. Comment peut-on reconnaître une personne qui a les symptômes de l'Alzheimer?
C'est sûr qu'il y a différents facteurs à considérer. On peut, dans les premiers facteurs, on regarde souvent au niveau des oublis, que la personne atteinte va arriver, exemple, un proche arrive et ne se souvient plus le nom de soit son garçon, sa fille. C'est très, très... Bien, quand, justement, c'est quelqu'un qu'elle fréquente tout le temps, puis là, tout d'un coup, bang, il y a un oubli. Là. Et voilà, sinon, ça peut être un exemple, elle prend son auto et il peut partir à un endroit quelconque qui, habituellement, est très facile. Et là, il ne se souvient plus de où il s'en allait ou où est-ce qu'il est rendu. Puis, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont atteints ici dans la Matapédia? C'est sûr que pour le moment, je n'ai pas le pourcentage dans la vallée de la Matapédia. Par contre, pour ma part, je fais des rencontres environ pour 14 personnes atteintes de la maladie de l'Alzheimer. Et puis, le service, pourquoi la marche, on avance des fonds, là, c'est pour quel service exactement? En premier lieu, c'est sûr qu'il y a pour une petite partie pour la recherche. Dans un autre sens du mot, c'est plus au niveau des répits. On offre le service de répit-stimulation auprès des personnes atteintes. On offre aussi des formations ou de l'information pour les proches aidants, aussi pour les personnes dans le réseau de la santé, intervenants, ça peut être des bénévoles, des proches aidants. On offre aussi un centre de jour en raison de 3 heures par semaine pour les personnes atteintes, de la maladie. Puis, ces personnes-là n'ont rien à débourser avec ces services-là? Non, justement, grâce aux fonds amassés pour la marche et autres activités connexes dans l'année, tous les fonds sont spécifiquement pour la région de la vallée de la Matapédia. Et puis, c'est vraiment important parce que déjà, de vivre avec une personne atteinte, souvent, c'est très difficile. Donc, si en plus, il faudrait débourser de l'argent, ce serait vraiment insupportable. Comment on peut aider? Est-ce qu'on peut devenir bénévole pour pouvoir aider pour cette marche-là? Oui, on peut devenir bénévole. Il y a plusieurs façons. Soit bénévole en entrant dans un comité en raison de 6 rencontres environ dans l'année où on doit diriger, on va avoir des tâches, poser des affiches, trouver des commanditaires et aussi lors de la journée de la marche. Mais on peut être seulement bénévole la journée de la marche pour soit les inscriptions, l'aménagement et accueillir les gens. Là, on ne sait toujours pas où va se tenir la marche exactement, mais si on veut voir les développements, comment que ça se passe, comment ça se développe, est-ce qu'on peut trouver toutes les informations sur Facebook? Ou... Oui, on a un site Facebook sur la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent. On a aussi le site de la Marche pour l'Alzheimer, qui n'ont seulement qu'à sélectionner la ville où ils veulent voir les informations. Il y a aussi appelé à la Société Alzheimer pour avoir de l'information. Et prochainement, il va y avoir aussi des affiches posées là, en ayant indiqué le lieu et l'heure de la marche. Donc, on souhaite qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent s'investir et puis bonne continuité dans tout ce que vous faites. Un gros merci. C'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour promouvoir une nouvelle ou un événement, contactez-moi au 418-629-4503 ou par courriel à l'adresse journaliste@tvc-matapedia.com. Vous pouvez également interagir avec nous en nous trouvant sur Facebook. Visitez notre site web tvcmatapedia.com pour visionner en ligne nos émissions sauvegardées. Sur ce, je vous souhaite la meilleure des chances au Télébingo ce dimanche à 12h30 et une excellente semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.